Bonsoir à tous et bienvenue. Le projet de budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2021 est de 8 398 milliards de francs CFA, projet soumis depuis ce matin à l'appréciation des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Plusieurs membres du gouvernement exposeront sur les projets de budget sectoriel. Le vote du budget final est prévu pour vendredi soir. La Fondation Mo Ibrahim vient de publier son rapport annuel sur la bonne gouvernance en Afrique. Si l'indice révèle cette année une régression globale de la gouvernance, la Côte d'Ivoire continue de se maintenir parmi les meilleurs élèves en passant de la 11e à la 18e place. Et puis à l'étranger, le Mali a rendu aujourd'hui hommage lors d'obsèques nationales à son ancien président, Amadou Toumani Touré, décédé la semaine dernière. L'ex-chef d'État a été enterré au cimetière Amdalaï de Bamako. Les travaux de l'examen du projet du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire ont démarré ce mardi. Le projet s'élève à un peu plus de 8 398 milliards de francs CFA. Il est soumis depuis ce matin à l'appréciation des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Plusieurs membres du gouvernement exposent sur le projet de budget sectoriel. Le vote du budget final, lui, est prévu pour vendredi soir. Les précisions de Salif Yalekwe et Harouna Zeba. Abidjan Plateau. Assemblée nationale. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières reçoivent des émissaires du gouvernement. Au menu des discussions, le budget de l'année 2021 est estimé à 8 398,9 milliards de francs CFA. Un exercice qui durera 4 jours au cours desquels les ministres de différents portefeuilles se succéderont pour expliquer aux élus de la nation leurs grandes actions et les projets de budget y afférents. Le gouvernement entend poursuivre l'amélioration des conditions de vie des populations à travers notamment le renforcement du système sanitaire et éducatif, le renforcement du dispositif sécuritaire ainsi que des infrastructures socio-économiques, tout en impulsant la transformation structurelle de notre économie. Pour ce faire, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième budget élaboré sous la forme d'un budget-programme, s'équilibre en ressources et en charge à 8 398,9 milliards de francs CFA. Il est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et ministères. Pour l'ouverture des travaux, les ministres en charge de l'administration du territoire et celui de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur étaient également face aux députés. Ils en ressortent satisfaits des discussions avec des projets adoptés par la Commission. Il s'agit de faire en sorte que l'administration du territoire soit beaucoup plus proche de nos concitoyens et que les ordres de service soient améliorés. La diaspora a une importance au niveau des préoccupations de notre département. On essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la diaspora ait une contribution de plus en plus importante dans le développement de notre pays. Ce projet de budget a été élaboré dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Lors de son passage à l'hémicycle ce matin, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile assurant l'intérim du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Vagondo Diomandé a évoqué la question relative au retard dans le processus de délivrance des cartes nationales d'identité. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes aujourd'hui en deçà des prévisions qui avaient été faites à l'époque. Au stade où je vous parle, nous sommes à 2 300 000 environ de personnes qui sont enrôlées. Et en termes de production de cartes d'identité, nous sommes environ 1 800 000. Ça fait beaucoup de retard. Mais pour la simple raison que cette opération a connu des difficultés au début. Quand il a été question de faire l'enrôlement, certains hommes politiques ont pensé que c'était pour arranger le parti au pouvoir dans le cadre des élections. Donc, des mots d'ordre de boycott de l'enrôlement ont été lancés. La deuxième difficulté,
c'est que sur le plan purement technique, quand un projet démarre, il y a des ajustements à faire. La date de validité étant fixée à juin 2021, ça nous aura aussi permis d'être totalement prêts sur la question, d'avoir réglé tous les petits problèmes techniques qui vont se présenter, enfin qui se seront présentés en temps, et puis la production va aller bon train. Je vous l'annonçais en titre, la Fondation Mo Ibrahim vient de publier son rapport annuel sur la bonne gouvernance en Afrique. Si l'indice révèle cette année une régression globale de la gouvernance sur le continent, la Côte d'Ivoire continue de se maintenir parmi les meilleurs élèves en passant de la 11e place l'année dernière à la 18e cette année. Dans cette édition 2020, Maurice occupe le premier rang, comme nous le montre Nadia Edja. En matière de bonne gouvernance en Afrique, la Côte d'Ivoire peut être comptée parmi les bons élèves. Le pays occupe pour l'édition 2020 de l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, réalisé par la Fondation Mo Ibrahim, le 18e rang contre le 22e dans le classement précédent. Cet outil d'évaluation, considéré comme une référence depuis sa création, s'appuie sur les principes de respect des droits fondamentaux, du fonctionnement de la démocratie, du climat des affaires, de l'indépendance de la justice et de l'état des services publics clés. Sur la liste des pays en progression pour cette année, l'Éthiopie, Madagascar, les Seychelles, le Soudan, le Tchad et le Togo. De façon générale, il ressort une amélioration de la bonne gouvernance en Afrique sur la décennie 2010-2019. En effet, plus de 60% de la population africaine vit aujourd'hui dans des pays où le niveau de gouvernance globale est supérieur à celui de 2010. La Côte d'Ivoire a fait l'un des plus beaux parcours sur les 54 États africains, en passant du 41e rang en 2008 au 22e rang en 2017, soit une évolution de plus 19 dans le classement à cette période. Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim contribue à améliorer le leadership et la gouvernance sur le continent africain. Dans l'actualité politique, les cadres et autres membres des instances dirigeantes du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, vont sillonner les différentes localités du pays pour des tournées de paix et de cohésion. Ils ont été mis en mission dans ce sens par le président du parti, réuni au Sofitel Hôtel Ivoire ce mardi, lors de la toute première réunion du Conseil politique après la confirmation de sa victoire au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Le président Ouattara a donné de fermes consignes à ses troupes. À cet effet, je vous propose de l'écouter. Au regard de la gravité de ce qui s'est passé, je voudrais à nouveau vous inviter tous, comme je l'ai fait tout au long de la campagne, au pardon mutuel et à la tolérance. Je suis révolté, mais je considère que nous devons continuer de vivre ensemble dans la paix. C'est ce qu'on nous a enseigné. Je vous demande aussi de retourner sur le terrain pour apaiser les cœurs et les esprits, pour encourager les populations à continuer de vivre ensemble dans la paix. Chers frères, chères sœurs, militantes, militants, notre pays est sorti d'une longue période de crise et depuis 2011, nos efforts constants nous ont permis de remettre le pays en marche vers le développement et le bien-être de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est au travail et inspire à nouveau confiance. Nous devons la garder, cette confiance. Les sénateurs du PDCI-RDA ont animé ce matin au siège du parti un point presse pour demander la libération de 2 de leurs collègues interpellés le 3 novembre chez l'ex-président Henri Konan Bédié suite à la mise en place du CNT. Nadia Edja. C'est suite à la mise en place du Conseil national de transition qu'ont été interpellés et déférés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan les sénateurs Priva Seri Binguessan, élu de la région du Haut-Sassandra, et Lionel Bernard Passy, sénateur de la Maraoué. Face à ces arrestations, les sénateurs PDCI réunis ce matin à la maison de leur parti, à Cocody, se sont mobilisés pour demander la libération de leurs collègues. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat n'est pas convaincu du bien fondé du flagrant délit évoqué pour maintenir en détention abusivement les parlementaires
députés et sénateurs en pleine session parlementaire. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat demande 1. La libération immédiate, petit a, des sénateurs membres du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat. B. De tous les députés. C. Des opposants politiques. Et D. Des membres des organisations de la société civile. Notons qu'après sa réélection, le président Alassane Ouattara a initié une rencontre avec l'ex-président Bédié dans l'optique d'apaiser les tensions qui ont prévalu au cours de la période électorale. L'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, a rendu public son rapport sur le monitoring de la désinformation en ligne en période électorale. C'était au cours d'une conférence de presse ce mardi à son siège à Cocody. Pour cette organisation de la société civile, les fake news ont contribué à exacerber les violences avant, pendant et après le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Pierre Dippomelin. 35,30% des informations sur Internet pendant la période électorale étaient totalement fausses. 41,18% étaient manipulées. 11,76% des informations ou images réelles ont été opportunément sorties de leur contexte. Ce sont entre autres quelques statistiques livrées au cours d'une conférence de presse par l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme. L'organisation a suivi le monitoring de la désinformation en ligne en période électorale. Il y a certains cas de désinformation qui, par exemple, ont contribué à exacerber les conflits communautaires. Lorsque je prends, par exemple, la ville de Dabou, il y a beaucoup d'images qui se rapportaient, par exemple, à la Guinée, au Cameroun, qui se sont prêtées au débat. Même très récemment, à travers un bateau, où des vidéos qui viennent normalement d'Aoukro se retrouvent donc sur le champ, parlant donc des événements qui se sont déroulés à un bateau, donc pour dire que nous sommes pratiquement dans un climat qui est assez pollué par la désinformation. Pour le coordonnateur du projet, il est impératif de former les masses à l'usage de l'Internet. La solution aujourd'hui, c'est certes qu'il y a un volet répressif qui réprime tout ce qui est diffusion de fausses informations, mais à côté de cela, il faut faire assez de sensibilisation, mais aussi assez d'éducation aux médias. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, a été créé en août 2014 par une équipe de jeunes activistes des droits de l'homme. Protéger, défendre et promouvoir les droits de l'homme par la formation, l'information et la sensibilisation de l'opinion publique. Le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, au cœur de la région du Go, une réserve forestière cristallise tous les appétits et toutes les hantises. La forêt classée de Doka, elle est le théâtre d'un bras de fer. Depuis peu entre plus de 2000 occupants infiltrés qui ont créé de vastes plantations cacaoyères et la Sodefort de l'autre côté, décidé à rétablir le couvert forestier de cette réserve de plus de 150 hectares. L'administration forestière a conçu un projet de déguerpissement, une opération qui fait grincer des dents sur le terrain aux occupants disposant d'autorisation d'occupation qui crient au harcèlement et à l'expropriation. La Sodefort donne des assurances. Forêt classée de Doka, la guerre froide du déguerpissement des occupants. Un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Thiemé Danger et Fulgence Kissiedo. Forêt classée de la Doka, en plein cœur de la région du Go, dans le centre-ouest ivoirien. Les 150 hectares des forêts denses sempervirantes ont fait place à de vastes plantations de cacao. Elles appartiennent à plus de 2000 occupants de l'aire protégée. Le voyage à leur rencontre dans le fief de Fétécro, sur une piste serpentée non reprofilée, est des moins aisés. Nous alignons les campements. 1 heure de route plus tard, nous voici à Fétécro. C'est là que s'est établi le chef central des 86 campements de cette forêt. Ici se dissimule à peine un bras de fer entre occupants et autorités forestières du pays. En cause, le projet de libération de la réserve, de quoi perturber le sommeil des milliers d'occupants. La Sodefort nous menace, il vient nous frapper, traumatiser nos enfants, les vieilles personnes, les pourchasser
tomber en brousse, vraiment, on a des difficultés ici avec la SODEFOR. D'ici sortent les 2/3 de la production cacaoyère d'Oumé, un territoire d'une centaine d'hectares morcelé en 3 zones réparties entre ceux qui se présentent comme les ayants droit, procuration et autorisation d'occupation de parcelles sont brandis. Je suis ici depuis 1984. Je suis arrivé ici au nom de la vieille fêtaire, la sœur du Boye. C'est elle qui m'a envoyé ici. Pour le leader des occupants de la Doka, le déguerpissement viole leurs droits acquis sur le site depuis des décennies. Cette conviction se fonde, à l'en croire, sur l'autorisation d'occupation d'une parcelle de forêt classée en date du 19 décembre 1978, délivrée par le ministre des Eaux et Forêts d'alors. Se basant sur cette disposition, les occupants réclament le déclassement du site. Je veux que le gouvernement n'a qu'à déclasser la forêt, comme ça tout le monde sera en paix. Dans cet autre campement, base des occupants du côté sud de la Doka, ce site fait office d'école pour des enfants insouciants de la guerre froide qui se joue relativement au projet de déguerpissement. Leurs parents, eux, sont ravagés par l'inquiétude du déguerpissement. Ici, l'angoisse se lit sur les visages des occupants, dont certains crient au harcèlement et aux sévices corporels. La SODEFOR est venue ici une fois pour nous faire partie de cette forêt, disant que la forêt est classée. Donc on a eu beaucoup d'empêchements ici, il y a les vieilles, beaucoup de choses qui s'est passées, ils ont frappé beaucoup de personnes. On donne toujours la paix au ventre. On a été à l'école et puis on nous a dit de faire retour à la terre et puis nous sommes venus ici. Et aujourd'hui la SODEFOR nous suit encore pour nous faire partie, où on va partir. Ces accusations mettent en cause la SODEFOR, en charge du projet de libération de l'emprise de la réserve. Cette forêt classée a fait l'objet de plusieurs autorisations d'occuper, délivrées donc par l'administration forestière à des populations déguerpies du barrage de Tabo et à d'autres populations. Et donc aujourd'hui, on a environ un peu plus de 10 000 hectares qui font donc l'objet de problèmes. Et les populations sont assez agressives lorsque les agents de la SODEFOR s'y rendent pour exercer leur activité. Si les opposants au projet légitiment leur action par l'autorisation d'occupation dûment délivrée par le ministère de tutelle, le responsable des opérations relève que la note administrative ne donne pas lieu de titre foncier, même après une mise en valeur. Le document évoque en effet ce qui suit. La présente autorisation ne donne droit qu'à l'usufruit. De ce fait, elle ne peut servir d'objet de transaction, de donation ou d'aliénation quelconque. Pour l'officier supérieur des eaux et forêts, il convient de lever les équivoques. En 2018, on a effectué 2 missions de reconnaissance dans la forêt classée. Cela a consisté à parcourir la forêt, identifier les populations qui sont infiltrées, notamment les campements où ces populations résident, et échanger avec elles pour avoir un peu une idée de leur mode d'intrusion dans la forêt classée. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui ont mis à notre disposition des documents et d'autres n'en ont pas. Et donc c'est dit qu'il y a des personnes qui se sont installées, légalement, puisqu'elles disposent de documents originaux d'autorisation d'occuper, et il y a certaines personnes qui ne disposent pas de documents. Le colonel écarte par ailleurs tout déclassement. Mais tous déteneurs de documents légaux, rassure-t-il, ne seront pas laissés pour compte. Ceux qui ont des documents officiels, il faut déjà qu'ils puissent les rassembler. Si tu es dans une situation légale, il n'y a pas de problème, tu vas rester. Mais si tu n'as pas de documents, mais à partir du moment où tu as déjà été identifié, ta parcelle a été identifiée, nous allons procéder à la destruction pure et simple des cultures non autorisées dans la forêt classée. Notons que la réserve forestière de la région du Go, d'une superficie de 260 hectares, est répartie sur 4 forêts classées, à savoir Sangwe, Doka, Betifia et Téné.
De plus en plus d'immeubles et bâtiments en cours ou en fin de construction s'effondrent dans la capitale économique ivoirienne. Le dernier en date s'est écroulé à Yopougon, en Anuret, un phénomène avec des conséquences souvent dramatiques. Des spécialistes évoquent les raisons de ces effondrements dans ce sujet de Yeli Traoré. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Depuis au moins 10 ans, le pays est devenu un immense chantier. Les grands travaux initiés par l'État côtoient des chantiers de construction initiés par des promotions immobilières ou des particuliers. Ce tableau reluisant est quelque peu terni par certaines constructions anarchiques et des immeubles construits au mépris des règles de base. Le 27 octobre dernier, 3 personnes, dont un bébé, ont perdu la vie après l'effondrement d'un immeuble de 4 étages en construction à la Cité Verte dans la commune de Yopougon. Samedi dernier, un autre immeuble de 5 étages s'est écroulé comme un château de cartes, encore à Yopougon, sans fort heureusement faire de pertes en vies humaines. Cette situation crée un immense désarroi chez les populations. Seulement, nous voyons des immeubles qui poussent un peu partout. C'est des choses qui véritablement ne respectent pas les normes. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a l'ordre des architectes qui est là. Il y a même une école d'architecture ici, dernièrement. Et donc, je pense que pour des questions de construction, il est important de voir ces personnes-là qui sont habilitées. Je profite de cette occasion que vous me présentez pour lancer un appel à ces agents immobiliers qui font ce travail-là, qui prennent des précautions pour éviter ce genre de dégâts. Les professionnels du secteur que nous avons approchés sont conscients des problèmes qui minent le secteur et citent pêle-mêle le non-respect des règles, la mauvaise qualité de certains matériaux et même, ce qui est en secret de polichinelle, des pratiques de corruption. On constate qu'il y a un flou au niveau même du système de la construction en Côte d'Ivoire. Voilà, le maître d'ouvrage généralement veut aller vite. Il ne cherche pas à contacter les experts en la matière pour pouvoir vraiment mener à bien son projet. Il y a un manque de suivi, voilà, des prescriptions. Le projet n'est pas suivi après que le permis soit sorti. Ils refusent de faire suivre ça par des architectes, par des ingénieurs. Ils veulent aller vite, parce que pour eux, ils ont des maçons qui ont 20 ans d'expérience. Donc, avec lui, jamais un immeuble n'est tombé. Donc, malheureusement, c'est ça qu'on remarque. On ne peut pas se permettre d'introduire un permis de construire pour un R+3, faire un dimensionnement pour un R+3, voir un laboratoire géotechnique pour faire un sondage d'un R+3 et au finish, se retrouver à un R+5. Ça, c'est inadmissible. Ces professionnels du BTP évoquent également le phénomène des architectes d'intérieur qui s'érigent en architectes en bâtiment, au mépris de la loi. Cette pratique a des conséquences néfastes et met en péril les vies humaines, puisque la confusion entre architectes d'intérieur et architectes en bâtiment n'est pas sans conséquence sur les travaux réalisés. Un constat qui pousse les architectes à sévir afin d'assainir le secteur. Un architecte d'intérieur n'est pas un architecte. Et un architecte n'est pas un architecte d'intérieur. Chacun a son rôle. Voilà. Lorsque l'architecte finit le projet, quant à l'aménagement de l'espace, on peut faire appel à un architecte d'intérieur. Mais aujourd'hui, je reviens encore vers les clients, vers les maîtres d'ouvrage. C'est eux qui doivent chercher à venir, à chercher à voir, parce que tout est déjà clair, si je peux m'exprimer ainsi. Le siège est là, la liste de l'ordre des architectes est publiée, les cabinets existent, le guichet unique est là. Lorsque vous travaillez avec un architecte, venez vers l'ordre pour voir si l'architecte, effectivement, il est agréé ou pas, il est inscrit à l'ordre ou pas, ou bien l'architecte d'intérieur ou pas. Toutes ces informations-là sont là, sur notre site. Donc, vraiment, le président a pris le taureau par les cornes à travers le repérage même de ces cabinets-là. Il y a des cabinets aujourd'hui qui sont des cabinets qui font des projets, sont des cabinets d'intérieur qui font des projets. Aujourd'hui, nous les poursuivons. On en a parlé même avec le ministre de la Construction, M. Bruno Nabané. Il y a eu une délégation qui l'a rencontré. Ils ont abordé ce sujet-là. On a eu les informations qui sont sorties de là. Vraiment, je pense que nous sommes en train de mener une lutte acharnée contre ces cabinets-là. Les choses sont bien définies. On dit architecte et architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur, pour moi, ne doit pas toucher
à la structure de l'ouvrage. Les pouvoirs publics sont interpellés au premier chef par cette situation qui commence à prendre de l'ampleur. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les baréas de Madagascar se sont neutralisés sur un score d'un but partout cet après-midi dans le match comptant pour la 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Après leur victoire 2-1 à Niama et Bempé jeudi dernier, les pachydermes ivoiriens, avec ce score, gardent leur place de leader de ce groupe K à égalité avec les Malgaches. Salif Yalekwe. L'équipe nationale ivoirienne de football et celle de Madagascar se sont neutralisées un partout mardi soir dans une confrontation comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Cette rencontre entre Ivoiriens et Malgaches a été jouée à huis clos à Toamasina. Les éléphants de Côte d'Ivoire, qui ont largement dominé la première période de ce match, ont ouvert le score à la 15e minute sur un pénalty exécuté avec maestria par Franck-Yannick Kessié. Serge Aurier, le capitaine des éléphants, et ses coéquipiers combatifs jusqu'à la fin de cette première partie ont imposé leur rythme de jeu aux Malgaches. De retour de la récréation, les baréas de Madagascar, fouettés dans leur orgueil, multiplient les offensives dans le camp adverse et rétablissent la parité à la 51e minute grâce à son capitaine, Samuel Amada. Après ce but égalisateur des Malgaches, les hommes de Patrice Baumel tentent de doubler la mise en vain jusqu'à la fin de la rencontre qui s'est soldée par le score de 1 partout. Avec ce score, la Côte d'Ivoire conserve sa place de leader du groupe K de cette compétition. Jeudi dernier, les Ivoiriens ont joué à domicile contre les Malgaches au stade olympique Alassane Ouattara à Niama et Bempé pour le compte de la 3e journée de ces éliminatoires de la CAN 2021 et s'était imposé 2-1. Et puis à l'étranger, le Mali a rendu hommage aujourd'hui lors d'obsèques nationales à son ancien président Amadou Toumani Touré. Décédé la semaine dernière, l'ex-chef d'État a été inhumé au cimetière Amdalaï de Bamako. Yeli Traoré. La dépouille de l'ex-président dans un cercueil recouvert du drapeau national porté par 6 militaires a été lentement amenée au centre de la place d'armes du génie militaire à Bamako. Amadou Toumani Touré, décédé à l'âge de 72 ans, a dirigé le Mali en 1991 et 1992 et a été son président de 2002 à 2012. De nombreuses personnalités maliennes, dont le président de la transition Baoundao, lui-même un ancien officier, le chef des putschistes du 18 août et actuel vice-président Assimi Goïta, ou encore l'ancien président Alpha Oumar Konaré, avaient pris place dans la tribune d'honneur. Les premiers ministres du Niger et de la Guinée-Bissau et des représentants des gouvernements de la région étaient également présents. Des citoyens ordinaires maliens ont tenu aussi à être là. Vous voyez, moi je suis un handicapé. Malgré mon handicap, j'ai forcé venir aux obstacles du général Amadou Toumani Touré. Pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance non seulement de la part de tous les Maliens, aussi particulièrement de la part des personnes handicapées du Mali. Je n'ai rien à dire de mal sur lui. Il a été quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable. Il a aimé toutes sortes de personnes dans ce pays, les handicapés, toutes sortes de personnes. Il a été bien avec tout le monde. Oui. La cérémonie s'est achevée par un défilé de troupes terrestres et aériennes de l'armée malienne. Amadou Toumani Touré, dit ATT, reste aux yeux de nombreux Maliens le militaire qui a mis le pays sur la voie de la démocratie en 1992, après plus de 20 ans de dictature, au point de gagner le surnom de soldat de la démocratie. Mais sa présidence s'est achevée abruptement en 2012 par un putsch censé enrayer la déroute de l'armée face aux rebelles indépendantistes et djihadistes dans le nord, mais qu'il a en fait précipité, plongeant le pays dans une crise qui se poursuit 8 ans après. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi.